Yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vanica, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre de la miniature, aujourd'hui nous allons parler du Tour de France. On va parler des étapes 3 à 5 où j'ai pas fait les débriefs. Un peu de flemme, mais en vrai il y a pas mal de choses à dire. Si on va commencer, déjà avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Si on va regarder étape 3, alors étape qui a été assez calme, pas d'échappée toute la journée, hormis Fabien Grollet qui a fait un numéro intéressant. Et surtout qui voilà, s'est fait plaisir à l'avant. Et il avait besoin d'animer la course aussi. Et c'est vraiment assez bien pour lui, mine de rien. Après, on a eu la blague qui a servi à rien avec un Bremsen et avec Kulset. Mais bon, un Bremsen qui à l'avant d'ailleurs mon chaude. Mais si on parle plutôt objectivement de cette étape, le sprint était vraiment assez intéressant. Alors déjà, on a eu des chutes notamment où Philipsen a été pris. Notamment avec Alexis Renard qui a un problème mécanique et surtout qui touche la roue avant de Cocard, il me semble. En tout cas, il tombe, quand il tombe à ce moment-là, c'est assez important parce que du coup, ça fait beaucoup de gars sur des marques qui notamment déraillent dans le dernier kilomètre. Et ce qui nous fait qu'on a un sprint avec beaucoup de corps à l'image. Un Sam Bennett qui fait seulement 9ème ou d'un Morane Cocard seulement 10ème qui sont enfermés. Cavendish n'a pas fait de sprint. De toute façon, avec l'enchaînement mondial, on sait que ça lui convenait peut-être pas à Marc Cavendish. On en parlera tout à l'heure de Cavendish. Mais on avait un très très bon Davide Ballerini qui quand même va chercher une 8ème place. Un Jacobsen qui revient de loin sur la fin sans trop parler. Et après, on a fait Baos qui est là, mine de rien. On n'en parle pas spécialement. Baos a quand même fait une belle 6ème place dessus. Et puis Groenewegen, encore enfermé. Euh, il a dit qu'il était plus rapide. Il aurait gagné sans être enfermé. Faut voir. En tout cas, Pedersen qui a lancé de très très loin et qui se fait quand même sauter par un Deli en bonne condition. Et un Gaviria vraiment étonnant. Gaviria deuxième. Parce que sur le Giro, on avait l'habitude de le voir lancer les sprints de très loin. Au final, aujourd'hui, c'est passé. En tout cas, c'est passé sur cette étape 3. Ça a réalisé quelque chose de bien. Et puis, bon, on essaye quand même de faire 15 étapes, enfin, débrief aux alentours, une quinzaine de jours sur le tour. Là, on en a déjà 2 de retard, enfin presque 3, mais vous inquiétez pas. Si on regarde aussi en ce qui concerne Binyam Girmay, bah, surtout son sprint, ouais, franchement, c'était vraiment assez émouvant parce que tu te dis non, il va pas quand même le faire. Surtout qu'on ne sait pas si on va faire pour Tyson, mais au final, il se retrouve en dernière position à un moment. On ne voit pas spécialement, on se dit bon, il va peut-être pas le faire. Au final, avec la vitesse qui est un peu l'aspiration qui vient de dire, mais il passe par un trou de souris proche des barrières, il va gagner ce sprint. Et pour l'histoire, tout simplement, Binyam Girmay, le premier coureur d'Afrique subsaharienne à remporter une étape sur le tour. En plus, dans l'Italie qui avait colonisé l'Érythrée dans le pays de Giorgia Meloni en contexte de législative en France. C'est vrai que c'est un paradoxe assez particulier. Mais belle victoire de Girmay, surtout au sprint, honnêtement, il a battu tout le monde. Alors évidemment, il y en a quelques-uns qui sont passés à côté. On a l'image d'un Pascal Ackermann, un excellent carapace quand même qui est allé s'arracher, chercher une place. Un Turgis qui fait une place d'honneur aussi. Bon, derrière Ricard, on voit qu'il y en avait personne à côté Alpecin. Van Der Poel qui a eu sa crevaison. De toute façon, ça ne marchait pas du coup à ce moment-là pour eux. Sullivan qui fait quand même une belle placette. Garben Tyson qui est là, mine de rien, en embuscade dans ce groupe-là. Kuka a été seul assez tôt. Et vraiment, Intermarché, quand tu vois que tu as du Tedison, du Gossens, du Hugo Page pour t'accompagner, du Zimmerman pour Girmay, avec, comme on a dit, Garben Tyson, forcément c'était assez intéressant pour eux. Et si on regarde, on avait surtout un premier équatorien aussi en jeu dans l'histoire avec un excellent. Alors que Vandenberg, ouais, c'était ça que je veux dire, il avait fait seulement P13 Vandenberg. Mais en faisant le poisson pilote très clairement dans un carapace. Mais vraiment, c'était bien l'attitude d'aller chercher de se battre pour le maillot jaune. Premier équatorien en jaune en plus dans l'histoire du tour. Un sprint qui était assez plaisant, beaucoup de choses à raconter, mine de rien, sur ce sprint-là, même si on a fait seulement 3 minutes. Bah, le sprint était bien, honnêtement, un beau sprint. Alors, peut-être pas côté Anthony Forestier, niveau image, c'était peut-être pas ouf. Mais il y avait de l'intérêt, il était très disputé ce sprint. Et de toute façon, on est en début de tour, donc tous les sprinters sont au même niveau, on ne sait pas trop. Et puis sur le moment, bah, actuellement, on a quand même deux sprints et deux vainqueurs différents. Donc, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Et c'est pas Jacobsen, pas Philipsen, on s'attend peut-être le plus, qui au final est le mieux placé. Si on regarde du côté de Pinerolo Valois, alors étape assez compliquée, moi j'étais surtout déçu au niveau de Romain Bardet parce qu'il est encore dans les 15 meilleurs, je crois. Il est dans le groupe des favoris, 12, hein, ils sont encore à peu près 12. Au moment où il craque, et vraiment ça m'a assez déçu pour Romain Bardet qui, on sait qu'il jouait pas le général, mais directement dès qu'il s'est fait lâcher, il pouvait plus suivre du tout, il s'est relevé. Il perd 10 minutes, ça m'a vraiment déçu parce que Bardet en vrai il avait quand même le niveau peut-être d'être dans les 10 au sommet et en tout cas il était vraiment pas mal mine de rien sur cette ascension parce qu'il était capable de tenir par rapport à beaucoup. Il y en a un aussi qu'on peut saluer, c'est quand même Diregui qui fait une très belle étape. Il perd pas beaucoup de temps, il finit avec Alexander Vlasov notamment. Guerin Thomas, c'est aussi qu'on pourrait citer, c'est Guerin Thomas qui était avec Egan Bernal mais qui ne lui a pas passé de relais, limite il s'est pas sacrifié pour lui.
Alors peut-être qu'il voulait pas ramener les coureurs qui étaient à son niveau, un type un Félix Gall ou un Jorgensen. Ouais, ou même un Buitrago ou quelqu'un comme ça. Ah non, Buitrago, il arrive avant eux. Mais non, en vrai, vraiment dommage pour d'avoir en tout cas réalisé cela. De ne pas avoir roulé pour son leader, très clairement. Après aussi, ce qu'on peut citer sur lui, c'est quoi là, Buitrago fait quand même une belle étape. Il arrive avec, dans ce groupe-là, avec Chicone. Chicone qui a mieux tenu que ce que j'en pensais. Égal, c'est correct, tout comme Jorgensen. Inlay a craqué à ce tour, on l'a pas beaucoup vu. Maintis aussi. Steph Kras était là, même ces deux avaient déjà perdu du temps. Martin, il a sa place. Il est avec Mühlberger. Mühlberger qui a réussi à tenir pour aider Henrik Mas qui était en mauvaise position. Après, je vous l'avais dit, Henrik Mas, il est souvent en préparation à la Vuelta sur le tour. On a Eli qui a quand même bien attendu Carapaz. Fulgurson qui est de là au passage. Mais vraiment, la montée, tout le monde a explosé assez tôt. Bon, évidemment, la fameuse pub à cette borne d'arrivée, mais ils en font toujours une mauvaise. Hein. L'an dernier, c'était au moment où, dans l'étape 10 soir, on a dans l'ascension l'attaque de. Attendez, je vais corriger. Donc, au moment de l'attaque décisive d'un coureur à l'image d'un Christian Lance, on nous l'a pas mis. J'ai fermé le rideau, mais enfin, le temps, mais ça fait aussi moche. Par contre, oui. Dans le Granon, dès le début de l'ascension, on en met une, enfin on met une pub, bon voilà. Ou c'est comme en 2020 quand on a Bardet qui est lâché avec Martin à ce moment-là dans le col de Néron. Quand même belle montée de plus et de Jan Hurt, mine de rien, Harper qui se sera sacrifié car a fait quand même une bonne ascension. Comme Michael Jensen aussi aux côtés d'un Simon qui a craqué assez tôt mais qui finit très bien placé avec les meilleurs. Egg aussi qui ont mine de rien lâché quand même un Carapaz où Eileen n'avait pas vu qu'il était lâché. Et puis ouais, Mühlberger, belle étape aussi en ce qui le concerne, mine de rien, qui était là aux côtés de son leader. C'est vrai qu'on n'a absolument pas entendu parler, mais il était présent. Vlasov aussi, qui a tenu mine de rien. Le problème, c'est qu'en soi, ils ont craqué assez tôt, que ce soit Vlasov ou Hindley. En tout cas, on ne les a pas vus dans la montée. Ce qui n'est pas forcément bien, en tout cas, pour un Primoz Roglic. Van Willer qui aura quand même été là, très belle équipe, hein, soit le au passage. Guillaume Martin qui est peut-être à sa place, je sais pas, parce qu'encore, il y a des mecs qui peuvent craquer, mais on parlera de ça au général après. Et si tu regardes la Damiès, qui est celui qu'on a le moins vu, alors est-ce qu'il a attendu pour l'autre semaine? Je ne sais pas, il a fait enfin en troisième semaine, il a fait un tempo. Et après, il s'est vite relevé notamment. Bernal, ça aurait été correct, on va dire, Egan Bernal. Même son équipe ne s'est pas sacrifié pour lui. En ce qui concerne Buitrago et Chicone, j'ai dit c'était vraiment assez pas mal. Almeida, Fesseroli, il a quand même engueulé un Ayuso qui, au final, Juan Ayuso voulait faire sa place au général. Bon, il se retrouve troisième ce soir, mais Ayuso. Honnêtement, Ayuso, je sais pas, ou Almeida, parce que les deux sont très forts, mais est-ce qu'ils vont tenir comme ça les 3 semaines? C'est aussi la question. Landa, très bien. Mais est-ce que Landa, sur la répétition des efforts pour être là, et au final, il a même pas pu aider Remco, parce que Remco, il attaque. Au final, pour revenir sur Tadej, mais il revient pas. Et puis Landa était lâché dans la descente avec Almeida. Almeida, on l'avait déjà vu en difficulté hein, dans les descentes sur Paris-Nice. Enfin, Paris-Nice, c'était un peu compliqué pour lui. Bon, c'est Jevain dans les descentes aussi qui était en grande difficulté. Mais Landa est tombé aussi sur le Tour du Pays Basque au niveau de la clavicule. Faudra voir, c'est peut-être pas les meilleurs descendeurs, en tout cas dans ces caractéristiques-là. Rodriguez, ses grosses descentes, il est là au sommet. Très bien, on a vu que son équipe en Pitcock, on n'a pas précisé Thomas Pitcock, il finit encore beaucoup plus loin. Thomas Pitcock, hein, ouais, Bardet, il s'est totalement relevé. Il finit avec Only. Only qui passe en travers d'ailleurs. Mais il y en a un qui finit encore beaucoup plus loin. Hein, c'est Thomas Pitcock qui finit à plus de 11 minutes. Il fait avec David notamment, avec Sivakov, Barguil, Formolo, Madouas aussi, Romain Grégoire. Ah, on l'aura pas vu en fait, très clairement, Pitcock. Après, moi je vous l'avais dit qu'il allait craquer. Je m'attendais à ce qu'il craque honnêtement beaucoup plus tôt en fait, Thomas Pitcock. Parce que, enfin beaucoup plus tard. Mais en soi, l'altitude forcément, il est moins bien là-dedans sur une longue montée comme celle-ci, surtout vu le rythme. Mais je me suis dit au pire, s'il y a une bataille à un du style un peu les Pyrénées l'an dernier, il va basculer dans un groupe et revenir dans les centres. Mais au final, on ne l'a absolument pas vu et il a acheté dès le Lotaret. Dès où la portion, vous avez les camping-cars et on tourne à droite, au moment où on a eu la pluie presque. Vingegaard a été vraiment très performant pour suivre Pogacar. Mais il est un peu craqué. Alors il manque peut-être du foncier, des jours de course aussi. Mais est-ce que trop s'employer pour venir? Après, il a peut-être pas fait la même erreur que Pogacar pour être dans très très fort. Mais ils ont dit que pour eux c'était une victoire. Donc est-ce qu'on se satisfait de cette performance-là à ce moment-là? C'est une question qu'on a le droit de se poser côté Visma. Mais ça va être assez intéressant de voir comment ils vont se poser la question. Surtout que les men on n'a pas du tout vu. Laporte il fait son job normal. Mais Van Aert, pas là. Tranic assez limité. Au final aujourd'hui, mais bon, c'est limite le tempo ouais, on soit qu'il peut avoir limite. Enfin, pas le tempo, mais à peu près à sa place. Mais si tu regardes, Benoît peut-être à sa place, mais il craque peut-être un peu tout dans un rôle d'équipe. Après, en soi, il ne savait pas rouler aujourd'hui. Mais Calderman, on n'a quasiment pas vu d'ascension. Et puis Ayuso, voilà, mais tout le monde a explosé assez rapidement. Juan Ayuso, il a fait. Et puis Roglic, j'en ai pas parlé. Roglic, je suis un peu en difficulté dans l'ascension, mais au final, il est là.
Il a pas pris de bonification, ça peut être important aussi pour lui. Juan Ayuso, vraiment très belle étape pour lui, mais après, est-ce qu'on va pas le punir à un moment? En tout cas, vraiment très belle course de sa part. Et même, il montre qu'il a une valeur sûre, entre guillemets, pour être derrière Pogacar, enfin, valeur sûre. On rappelle quand même que sur le Dauphiné, il est blessé, qu'il était fatigué pas mal en fin de semaine sur le Romandie, notamment en montagne, quand Carapaz s'impose et que Rodriguez prend le jaune. Carapaz a explosé, ça en fait peut-être un de moins après les David, après Vauclin par exemple, pour un top 10. Après Bardet aussi, qui n'est plus là, quoique Bardet, pour revenir en forme, peut-être. Maintis aussi qui perd du temps. Bon, Guy est là aussi, hein, mais il y en a un autre comme Sefrax qui a déjà perdu du temps. Et Barguil voit aussi qui n'est pas dans ce rôle-là. Martinez non plus. Ça en fait quand même quelques-uns qui sont plus là. Et Pidcock aussi, donc oui, ça en fait mine de rien pas mal. Et Remco, très belle étape, surtout que dans la montée, il s'est pas non plus tant affolé que ça. Enfin, il attaque, mais pour revenir, mais il revient pas. Mais quand je dis qu'il s'est pas tant affolé que ça, au final, il reste à bonne distance. Même si il se fait lâcher, notamment dans la descente, c'est compliqué pour lui. Il arrive, mine de rien, à revenir dans la descente parce qu'avec les virages, à un moment, il a dit qu'il a glissé. Et bon. Et si on parle de Saint-Vulbas, Saint-Vulbas, très beau sprint de Cavendish. En fait, à 5 bandes de l'arrivée, j'ai commencé à y croire. C'est au moment où on voit notamment un coureur qui lance dans un virage, un bidon. Alors, déjà, j'ai l'impression que les ronds-points, ils les avaient aplatis pour qu'on puisse passer. Mais à ce moment-là, je me suis dit, et si Cavendish, il y allait? Parce qu'au final, on nous dit depuis le début que c'est pas un sprint qui va convenir à Marc Cavendish au final, mais il est présent. Et c'était la première fois que son équipe vraiment roulait. Et il a été là. Et puis le sprint énorme, il a, comme on a vu dans la palette de Jackie Durand, il a eu l'intelligence de mettre un petit coup d'œil pour voir si on va pas le déclasser. Il y avait personne et il était juste plus fort. Et Philipsen qui va dans le vent. J'espère que Philipsen aurait été intéressant, mine de rien. Et perdu parce qu'effectivement, quand on le voit sur la palette, Van Der Poel était pas là. Et Van Der Poel un peu limité, mine de rien. Alors est-ce qu'il est là en préparation pour les Jeux JO? Je ne sais pas. Si on regarde, Christophe, mine de rien, il tombe. Il est quand même très bon dans le sprint. Denis pas mal aussi. Jacobsen, il revient. Bien sur la fin, Kerman, mine de rien, belle placette pour lui. Démarre aussi. Pas encore qu'il était pas en confiance, c'est assez bien ce qu'il a réalisé aujourd'hui. Et il revient, mine de rien. Gerben Tyson, avec Binyam Girmay, compliqué honnêtement pour les deux qui font une place près en soi. Vandenberg, sprint correct. Girmay et Groenewegen, assez dommage pour eux, se font enfermer à l'image aussi d'un Brian Cocard ou d'un Manturgis qui finit mieux que Bennett. Bennett compliqué, mais on voit Baos aussi. Il y a quand même beaucoup de sprinters qui se font enfermer dans le final de ces étapes. Le fameux Alexis Renard qui passe par-dessus en mode cyclo-crossman sur Pedersen. Gros chute de Pedersen, on a un peu prêté attention, mais il a pas de fracture pour le moment, ça c'est important aussi. Christophe a pas fait le sprint, et même Wout Van Aert en soi. Van Aert, on dit qu'il est un peu en dessous de pas mal, et notamment moi, de ce qu'on dit. Moi j'allais dire qu'il a fait une très belle étape de montagne, enfin un très bon galibier de plus quand il était là, mais c'est vrai qu'on le dit, il est moins bon que Van Der Poel, que. Van Aert, pas Van Aert, du coup c'est lui, mais que Roglic, que Vigneux, Poga et Remco. Mais honnêtement, Van Aert, on lui a pas trop laissé sa carte. Et si on le voit, David Gaudu perd quand même une minute dans le final. Et Bardet aussi, d'ailleurs, en passage. Dommage pour moi, Bardet. Vraiment, là, même Olnik qui perd une minute. Pitcock aussi a eu pas mal de négations dans le final et qui se sont fait piéger, mine de rien. Est-ce que c'était comme Porte à dire j'ai roulé plus. Enfin, j'ai suivi ce qui se passait devant moi, vous savez, Porte sur la première table du Tour 2018, c'est une question. Mais Van Aert, on ne voit pas au final faire le sprint, c'est assez dommage, on va dire, pour lui. Mais ils sont combien dans le même temps? Ils sont 126. Mais vraiment très déçu de sa part. Van Aert, au final, il se prête même pas à la victoire sur les sprints. Alors, est-ce qu'on croit un peu à l'image à Pogacar aussi qui aurait été très fort avec son équipe? C'est de rouler à l'économie parce qu'on sait qu'en comptant chaque coup de pédale, c'est ce que Vingegaard a fait ces deux derniers Tours de France et ça lui a été à la réussite au final. Faudra voir. Et Van Aert, il fait combien de sur cette étape? Parce que je vois pas Van Aert. Ni le où, Van Aert. Parce qu'il est pas là dans le sprint, Van Aert. Je pense que je vais le trouver. Il fait centième. Oui, c'est vrai que là, on a absolument pas du tout été à ses côtés, ce qui est dommage pour lui, parce qu'à quoi ça sert de l'amener, même s'il a dit qu'il était dans sa plus basse forme au départ d'un Tour de France dans sa carrière. Bah, quand même, Van Aert, même, alors il devait être sur le Giro aussi, mais avec sa chute, et au final, ouais, je sais pas.
J'ai pas l'impression que Van Aert est déjà dans des grandes conditions, mais même en équipé c'est un peu plus compliqué. Donc à quoi l'avoir mis sur le tour? Est-ce qu'on fait tapis en se mettant, on met tous ceux qui sont en condition pour être là? Faudra voir. Mais vraiment très gros sprint de Cavendish mine de rien. Et Cavendish, tu lui as ramené, limite tu peux dire, tu lui as ramené qui tu veux. Niveau sprinter, t'inquiète pas que le mec il est là. Parce que, attendez, parce que faut le dire, tu lui ramènes des Petaki, des Torushoft et compagnie. Des Greppel, des Christophe, des Sagan, des Kittel, il en a rien à faire. Aujourd'hui, Philipsen et Pedersen, il est bas. Des Marouani, tout ça, il les a battus à l'époque aussi, mais c'est assez ahurissant. Même les. Non, Zabel, il a peut-être pas rencontré, mais Cipollini non plus. Mais Cavendish, quand même sacrément costaud, 35 victoires sur le tour. Certes, bien que c'était ce chrono par équipe, il y avait des chronos, s'il y avait de la montée, forcément du vallon et du sprint, j'ai un doute. Mais voilà, mais ça reste quand même le meilleur sprinter de l'histoire du Tour de France. Le corps qui a le plus d'étapes, il a dit c'est qu'un chiffre. Hein. Il dit ça reste. Enfin, Merckx c'est le meilleur. Enfin, je sais pas trop ce qu'il a dit, mais il a surtout dit que voilà. Il dit Merckx ça reste dit Merckx, quoi. Et c'est le cas. Mais si on peut faire un point du côté du classement général, parce que c'est surtout ça qui va être assez important, je pense. Parce que si on regarde le général, on pourra voir que voilà, le meilleur français c'est Martin. Alors il est dans un groupe à 4,40 qui sont 20 dans ce temps-là. Guy a quand même du temps de retard, même Carapace, etc. Mais Martin va perdre beaucoup de temps sur le chrono. Après, derrière lui, il faut se dire qu'il y a peut-être du Harper et tout. Mais c'est pas les mecs les plus à l'aise sur le chrono quand on y pense. Surtout qu'après, on est vraiment à du même titre à 50. À la limite, à 3 minutes de Martin, on a Geraint Thomas qui peut peut-être les mettre si Martin est dans une mauvaise forme. Mais Geraint Thomas en tant qu'équipier, mais au final, on l'a pas vu faire réellement un rôle d'équipier. On sera là avec Simon et Semas, mais Simon peut-être pas dans sa meilleure condition. Après, si c'était un jour sans, il a quand même bien géré. Henrik Mas, je suis pas tant convaincu que ça par lui. Hindley, on l'a peu vu aux côtés de Primoz. Alors, est-ce qu'il y a un pic de forme qui fait pour qu'il soit là vraiment accompagné en troisième semaine? Faudra voir. Surtout qu'on n'a pas d'étape de montagne avant le Lioran. On dit que c'est la moyenne montagne. Il faut quand même faire le pas de Pérol, le col du Pertus et compagnie. Foncière, tout ça. Et puis, c'est quand même un final montant. On s'en souvient, c'est le même final qu'en 2016. Bilbao, son niveau, de toute façon, ça va être Bilbao Martin, c'est à peu près le même niveau. En soit, c'est quoi? Ils sont dans le top 10 souvent. Et ils peuvent se remonter avec des échappées. Mais surtout, Bilbao, il monte à son rythme, très clairement. Un peu à l'image d'un David Godu. Et Martin, ouais, je pense qu'au Lyon, parce qu'il va perdre sûrement du temps, il va perdre pas mal de temps sur le chrono. Est-ce qu'il va perdre du temps sur les chemins blancs? Je pense que pas mal de coureurs ont peur des chemins blancs et ça peut perdre du temps dessus pour la plupart des mecs, hein, même dans le top 20. En vrai, il y en a pas mal qui peuvent perdre du temps. Mais Martin est quand même bien passé l'étape des pavés en 2020. De deux, donc, faudra voir. Alors, l'article de l'équipe qui nous dit oui, il y a plus de Français en top 15. Vous savez ma vision. J'espère qu'on aura un Français dans le top 10 du tour et même faire une meilleure place que l'an dernier, notamment avec une 8ème place, parce que pour moi, c'est une honte si on n'a pas de Français dans le top 10. Quand on est sur la plus grande course du monde, alors j'étais pas trop là dans les années. Forcément, j'étais pas né à cette époque-là dans les années 2000. Mais t'espérais rien quand t'as une meilleure Français à l'époque qui était 15ème. Aujourd'hui, avec les corps qu'on a, c'est. Oui, je le dis, c'est quasiment une honte qu'on n'ait pas de corps français dans le top 10 avec les corps qu'on a. Alors, je veux bien qu'en 2020, il n'y ait pas de. Enfin, Pinot soit blessé, Bardet abandonne et Martin aussi a des chutes, etc. C'est quoi mécanique? Mais il faut vraiment pas qu'on revive ça. Pour moi, c'était vraiment une honte. Et pendant. Bah, heureusement, il y a eu 9 mois entre guillemets, mais bon, voilà. Si on regarde Bustrago aussi, quand même, qui est devant Martin et tout, mais qui a perdu du temps, faudra voir Bustrago. Peut-être que c'était l'altitude aussi. Mais Bustrago peut être en échappée, mais Martin, je pense que le Luran, il peut faire son échappée très clairement. Vlasov. Il m'a pas tant plu que ça. J'ai pas l'impression qu'il semble être si fort que ça. Après, on n'a pas eu d'image de son groupe. Mais il craque quand même assez tôt, Alexander Vlasov. Adam Yates aussi. Après, ça, c'est ce qui va tenir 3 semaines en tant qu'équipier. L'an dernier, il l'a fait. Mais cette année, bah, on a la meilleure équipe aussi côté UAE. Donc, on va faire beaucoup plus de tempo, etc. On a vu le travail pendant plus d'une heure et demie en tête de peloton de Polite. Mais est-ce qu'il va tenir autant? C'est pour ça qu'on mettra plus peut-être du Wellens encore plus tôt. Du Solaire. Qui a fini en plus hors délai, si vous vous souvenez bien, au, au million de Pégard en 2022. En étant malade, on mettra aussi forcément des coureurs type Pavel Siakov sur plus de la longueur, par exemple une étape comme celle du plateau Bay, ça peut être chaud à gérer, c'est pour ça que Yates soit là, mais j'imagine plutôt à le m'aider en premier à rouler, mais finalement non. Au final non. Gal est présent, mine de rien, tout comme Jorgensen et Bernal. Bernal, il faudra voir sur 3 semaines si maintenant il est capable de tenir potentiellement, parce qu'on n'a pas vu Bernal tenir 3 semaines sur un grand tour depuis sa blessure. Jules Chicone, il est présent, Chicone, mais est-ce qu'il va pas craquer, voir que, et peut-être à un moment voir que si t'es largué, et même si t'es dans un top 10, si tu perds pas mal de temps, parce que je te le connais pas si Monk, ça c'est pas le meilleur, est-ce que tu te relèves pas et jouer les victoires d'étape aussi? C'était un test important aussi, je pense, pour lui. Almeida, faudra voir Landa, est-ce qu'il va pas craquer les deux? Rodriguez, moi je le vois dans le top 5. Roglic, il y a la malédiction de Dauphiné qui est pas encore tombée, mais c'est pas le mec le plus aérien, même s'il accroche et qu'il est au final bien. Ayuso, faudra voir. Non, il est 4ème général. Ayuso, faudra voir ce qu'il est capable de faire. Ayuso, évidemment.
aussi dans ses capacités. Remco Evenepoel, bah, c'est important pour Remco Evenepoel de voir s'il peut challenger. Dans le chrono, il peut vraiment être important par rapport à Pogacar. Alors, est-ce que Pogacar a gagné le tour? Évidemment que non. Ça peut être assez important. Au niveau aussi des audiences du tour, on a vraiment des audiences pas très ouf. Alors, ça, sur la deuxième étape remportée par Vauclin, du coup, on a quand même 2,3 millions de Français. Donc, contrairement aux 2,89 de la première étape, on perd plus de. C'était quoi? 3,03, 3,02 en 2020. Donc, 2023. Donc, on perd plus de 100 000 personnes en un an. Alors que le parcours semble être. Enfin, le parcours est mieux. Ça, c'est dommage. Pourquoi le peloton s'arrache les pneus? Oui, surtout les pneus pluie, notamment. C'est ça qu'ils nous mettent. Mais si on regarde côté RMC sur cyclisme, les datas ne font pas le champion. Prévient le directeur de la performance chez Groupama UDJ. Détaille les exploits de Cavendish pour expliquer son exploit. Boigny. Suit la 6ème étape en direct. Bon, il se passe pas grand chose non plus pour le moment. Mais ça va être assez important, je pense, à voir. Mais aussi, bah, l'étape 3, on pensait qu'il n'y avait pas grand monde. Mais au final, on est toujours sur du 3,3 millions. Et on est loin des 4 millions vraiment qu'on avait l'an dernier quand on y pense. Parce que, bah, quand on y pense, oui. Bon, les débats d'RMC, le tour n'est même pas parti. Le suspense est-il déjà mort? Bonsoir, non. Enfin bon, à partir du moment, j'ai envie de vous dire, pendant. J'ai vu une stat folle, c'est que sur les plus de 87 millions de joueurs de tennis dans le monde, plus de 2000 pros, 80% des tournois pendant des dizaines, plus de 10 ans ont été remportés par les 4 mêmes. Bon, voilà, la F1, le suspense est mort sur la plupart des grands prix limite avec Verstappen. Est-ce que ça nous empêche de faire des émissions dessus? Non. Aussi, du coup, les deuxième étape, je suis assez déçu. Alors, Vélo Club, plus d'un million quand même, le match de l'équipe de France, on est à 1,4 million là. C'est vrai que c'est un peu en bas. On est quand même sur le 14% de part de marché côté Vélo Club. Mais surtout, bon, on est toujours au-dessus des 30% de part d'audience. Mais j'avoue que 2,12 millions seulement sur l'étape de Sarville-Bas, c'est moins bien que l'étape de l'an dernier de. Alors qu'on a sprint intermédiaire, de l'étape qui s'achevait au niveau de Nogaro. Mais voilà. Et puis même on est 2,90, un truc comme ça, sur l'étape précédente. Bon, Français, ils ont souffert, mais ça c'est un peu normal avec l'euro. Au niveau des audiences sur le mois, mais je suis assez déçu. Parce que 1,37 Vélo Club, ouais, mais c'est surtout. On a une ordre du 15% de part de marché, mais là, si on regarde 39,2%, mais 2,95 millions, on a vraiment. Au final, il y a peu de personnes qui suivent. Alors, ils nous disent aussi pour la baisse des audiences. Au final. Attendez 2 secondes. Non, mais j'étais allé voir le sprint intermédiaire. C'est vrai que bah, au final, c'est les moments les plus importants de l'étape quand je fais des briefs. Mais je sais pas. Sur ce Tour de France, alors évidemment, il y a les Jeux de Paris, il y a les législatives, on entend autant parler. En soi, c'est une baisse de 10 à 15% qu'on nous dit chez M6 et chez TF1 pour l'Euro. Et le niveau d'équipe de France, là, on n'attendait pas grand chose sur les Français, mais on a eu deux belles premières étapes au final. C'est historique avec Guermeil, avec Cavendish, Pogacar qui fait une très belle étape, donc une très belle victoire. Donc honnêtement, je sais pas. En plus, c'est pas un duel, là, c'est quand même 4 hommes annoncés au-dessus du lot. Je sais pas. Et puis, bah, il y a l'Euro aussi et les JO forcément qui arrivent. Alors évidemment, on parle beaucoup aussi des législatives un peu partout. Le Tour de France, on n'entend pas parler, ce qui va faire ma transition vers le point média. Parce que le point média, mesdames et messieurs, on prend 1 plus 1. Étape 3 avec la victoire de William Kermel qui passe totalement inaperçu. Premier coureur d'Afrique subsaharienne, une gagne étape, plus Carapace premier équatorien en jaune. Personne n'en parle. Bah, en même temps, ce soir, le lendemain de premier tour des législatives, c'est comme la victoire de Vauclin la veille, on se doutait qu'on allait pas en entendre parler. C'est comme aussi, et en plus, un genre de match d'équipe de France en 8ème de l'Euro, vous en doutez qu'on n'allait pas en entendre parler forcément. Mais aussi, même sur un faux sport, en soit sur un faux sport, mais ça, après, après, non, c'était pas Wimbledon qu'on mettait, non, c'était Vauclin, je crois qu'on mettait après Wimbledon, mais c'était le lendemain matin, donc encore, vu que c'était un départ de Wimbledon, on met ça après l'Euro et la Coupe América. Alors l'Euro, vous savez que pour moi, vu que le Tour de France est le troisième événement sportif mondial, on doit le mettre devant parce que l'Euro n'y est pas dans le top des événements les plus regardés. Bon, après, la SE, on sait, hein, c'est à chaque fois ils multiplient à chaque fois toutes les audiences qu'ils ont, ce qui fait que pour les 3 milliards, c'est très clairement surtout les. C'est limite, on peut être compté 100 fois si on regarde tout. Mais vraiment, j'ai absolument pas aimé ce truc-là. Après, en ce qui concerne. Qu'est-ce que j'ai dire? Oui, en ce qui concerne ceux-là, bah, dire. Après, oui, bon, c'est un match de type de France, donc ça peut passer, mais le foot, voilà. Mais après, c'est pour ça qu'on met aussi la Coupe Américaine. Mais franchement, je trouve que. Quand même, on en parle peu. Pogacar, ça passe inaperçu, donc ça plus 2. Partout, mais sur tous les plateaux TV, personne n'en parle limite. À part peut-être sur JT de France ou à 23h sur BFM TV, mais ils sont en édition spéciale
législatives depuis le temps. C'est pareil pour la victoire de Cavendish, pour le record, personne n'en parle. Mes meilleurs amis TF1 non plus, ce qui me permet de faire la transition chez eux. Alors on a quand même un -1 chez nos amis, meilleurs amis de TF1 parce que figurez-vous que eux, ils nous ont fait un reportage sur le motofoot et un reportage sur une compétition où c'est des bateaux en carton. Ça c'est bien. C'est comme mettre sur Paris, le jour de Paris-Roubaix un extrait pardon. Enfin un reportage oui, sur le début de saison de motofoot. Bon c'est comme si en finale de Coupe de France on parle pas pour nous mettre le début de saison de pêche à la ligne quoi. Hein, j'ai abusé un peu mais vous avez capté. Surtout que je suis vraiment assez déçu que bah, surtout on en parle nulle part presque. Bon, il y a le contexte qui est tendu forcément, mais même le jour où on met, en soi c'est le lundi chez Marie-Sophie Lacaro, donc c'est-à-dire qu'on parle pendant la. Enfin, on nous parle vraiment la vie quotidienne pendant plus d'un quart d'heure, mais on ne met pas ça. C'est quand même le comble, parce qu'on nous parle du match de la France aussi en même temps. Bon, pour une victoire française sur le tour avec Vauclin, ça aurait été quand même bien. Et puis, oui, il y a très clairement plus un chez eux. Quand on nous dit bah, vous savez, il y a la première pub, on a par exemple marqué bonne humeur, etc. Sur des briques de jus de fruits et sur des briques de lait, il y a marqué sport. On nous dit finalement, vu qu'on s'adresse à un public très large, on va parler que des grandes compétitions parce qu'on n'a pas envie de rappeler le nombre de joueurs sur un terrain de foot par équipe. Alors moi, je ne savais pas trop, je vous le rappelle souvent, jusqu'à ce que je commence à m'y intéresser à plus de 10 ans. Mais bon, voilà, forcément, t'es un peu débile à cet âge-là. Enfin, pas débile, mais tu connais pas forcément. Surtout si tu n'aimes pas et que tu t'intéresses pas. Mais c'est comme ils nous rappellent, quand ils nous montrent, dans leur fameux réveil sportif, on va en parler, c'est parce que c'est ça le plus, on nous raconte quelque chose d'assez intéressant en nous disant oui, euh, on a eu beaucoup de buts, mais on a aussi 6 SSC à ce moment-là, contrairement aux 9 de l'année d'avant, donc on est pas mal parti et on explique bien ces buts contre son camp, machin, avec une animation, c'est au même nom, même truc que le nombre de joueurs sur un terrain quasiment. Et puis on nous dit on se concentre sur une grande compétition. Alors le réveil sportif, c'est très rare de le retrouver sur leur fameux site TF1+, mais ce qui est très drôle là-dessus, c'est qu'on nous dit on se concentre sur les grandes compétitions comme déjà l'Euro de hand, il faut un reportage là-dessus que quand la France est championne d'Europe. Merci, au revoir. Les JO, alors ce qu'ils vont aller jusqu'au JO, je ne sais pas parce que en soi les vacances scolaires c'est demain. Oui, le temps est mauvais. D'ailleurs, les météorologues nous disent des records. Bon, moi j'ai 4 jours de pluie, non 5 jours de pluie entre le 8 et le 12. Bon, mais simple, 10 jours de beau temps, 20 jours de 3 semaines de pluie à certains moments cette année. Mais on va pas être méchant un peu plus longtemps, surtout chez eux. C'est que on nous dit aussi l'Euro. Enfin, c'est que des trucs que diffusent et les JO, vu que c'est en France ou là. Mais si tu regardes le Tour de France, c'est quand même le troisième événement sportif mondial. Les 6 nations, c'est important. La Ligue des Champions aussi. Et en plus, c'est pendant la semaine. Donc voilà. Et aussi, par exemple, Roland Garros. Donc c'est un peu du foutage de gueule. Surtout que, excuse-moi, mais le réveil sportif, quand il n'y a absolument pas de match de l'Euro comme depuis 3 jours, on nous fait un truc sur la vie de Ronaldo, on nous parle, voilà, c'est le nom de tel ou tel hôtel, on nous raconte sa routine. Alors oui, je la connaissais pas par cœur, mais nous dire, il dort 6 fois 1h30 par jour, machin, pour toujours avoir la pêche, ou 6 repas avec les calories, bref. Franchement, les gars, c'est pas le truc le plus important à parler. Je pense que quand t'as un Tour de France, quand t'as un Wimbledon, quand t'as les JO qui arrivent, pendant que t'as pas un match de l'Euro, nous parler du bus des Pays-Bas, le bus orange, ouais, c'est comme nous montrer à un moment plein d'autres trucs, nous faire des reportages un peu sur tout ce qu'on a à l'Euro, sur tel ou tel truc de supporter le saxophone, les gars. Voilà, on sait que votre réveil sportif c'est sur l'Euro, c'est parce que, dites-nous, appelez-nous juste ça, réveil Euro. Et quand tu nous parles des grandes compétitions, pour un ancien journaliste sportif comme vous, tout ça, c'est surtout parce que ces trucs qui vous intéressent. C'est comme l'interview avec Gérard Rolls où il est un peu gêné quand il nous dit qu'il était pas chez eux avant. Voilà, mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activez la cloche de notification, likez, partagez, commentez, venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est cyclisme 3D. Si je fais un débrief ce soir, ce sera dans la nuit, j'en ferai pour Gevrey-Chambertin, mais ça risque d'être chaud aussi. Et étape 8 et 9, je ne serai pas chez moi, donc le lundi quoi. Bref, c'était cyclisme 3D, portez bien, à la prochaine, ciao ciao.